La catch-up TV, l'émission, la rattrapage d'émissions de chaîne TV, en fait, ça consiste à aller sur la diffusion d'une chaîne, par exemple M6, et M6, chez M6 ça s'appelle M6 Replay, et donc on va pouvoir rattraper une émission qu'on aurait ratée au moment de sa diffusion. Ensuite, on passe sur les sources vidéo physiques. Donc les sources vidéo physiques, c'est les sources de vidéo qu'on peut posséder sur un support. Donc le support le plus ancien, c'est la cassette VHS. Donc la cassette VHS, c'était un support vidéo analogique sur bande magnétique. Donc on avait des appareils qui s'appelaient des magnétoscopes, qui permettaient donc de lire ces cassettes VHS en faisant passer la bande magnétique à travers des têtes de lecture. Et donc sur cette bande magnétique, on avait à la fois l'information vidéo et l'information audio. L'appareil démonté ici, c'était un magnétoscope qui lisait en même temps les DVD. C'est pour ça qu'on a les deux. Donc c'est un support analogique obsolète, on n'est plus du tout utilisé, qui permettait de stocker des vidéos sur une bande magnétique. Et donc il avait un défaut, ce support, c'était que plus on regardait une vidéo, et plus le passage de la bande sur les têtes magnétiques démagnétisait la bande, ce qui faisait que plus on regardait une vidéo et plus on perdait en qualité. Donc ça se faisait pas au bout d'une dizaine de passages, mais quand on en avait plus, et avec le temps, on avait la qualité de la vidéo qui diminuait au fur et à mesure qu'on regardait. Ensuite est sorti le premier support numérique, qui est le DVD vidéo. Donc le DVD vidéo, il date quand même de 1995, et on avait droit à une définition de 720 pixels de large sur 576 pixels de haut. Donc on n'est pas sur de la HD, on est bien d'accord. Donc ce support de stockage est capable de contenir environ 2 heures de vidéo encodée en MP2, avec une définition de 720 par 576. Aujourd'hui on appellerait ça du 576p, même si c'est plutôt du i, en l'occurrence. Ensuite, le support qui s'est démocratisé, c'est le Blu-ray, c'est celui qui est encore le plus utilisé aujourd'hui. Donc le Blu-ray disque. Donc les Blu-ray ils peuvent contenir jusqu'à 50 Go de données en double couche, 100 Go en triple et même jusqu'à 128 Go en quadruple couche. Donc là on voit comment on fait pour stocker plus de données sur un Blu-ray. Et bien tout simplement, le gravage est beaucoup plus fin, grâce au laser bleu, en l'occurrence, puisque c'est pour ça qu'on l'appelle le Blu-ray. Rayon bleu, quoi. Donc on voit qu'on arrive à avoir des capacités de données qui sont plutôt intéressantes. Et donc aujourd'hui, on arrive même à avoir des disques qui permettent d'avoir plus que de la haute définition. Parce que les fichiers vidéo qui sont stockés sur le Blu-ray, c'est ce qu'on appelle du Full HD. Le Full HD, c'est 1920 par 1080 pixels. C'est le fameux 1080p. Et on arrive à faire mieux. Aujourd'hui, on a donc depuis 2016, on a le Blu-ray UHD qui lui stocke des vidéos en 3840 par 2160 à 60 images par seconde. On a aussi des Blu-ray 3D. Bon, la technologie 3D, elle a été à la mode pendant un petit moment, mais bon, elle n'est pas restée dans les habitudes des utilisateurs. Je pense que l'évolution du Blu-ray UHD est quand même nettement plus intéressante que celle du Blu-ray 3D. Donc on a aussi les lecteurs multimédia qui permettent de stocker donc des fichiers vidéo. Donc des lecteurs multimédia qui se branchent sur des téléviseurs par exemple, et ils permettent la lecture de contenu vidéo, qu'il soit sur un disque dur qui serait intégré au lecteur multimédia, qu'il soit sur de la mémoire flash, donc une carte SD, une clé USB. Ils sont aussi capables, s'ils ont une connexion Wi-Fi ou une prise RJ45, de lire les contenus qui sont partagés sur le réseau local, sur un PC qui partagerait un de ses disques durs ou sur un NAS par exemple. Et ils sont même aussi capables d'aller streamer des vidéos sur Internet. Donc c'est des appareils qui sont plutôt polyvalents. On a aussi des normes qui permettent de définir des partages vidéo en réseau. On a essentiellement deux normes qui s'opposent, le DLNA et le UPnP. Donc le principe consiste à lire les fichiers vidéo présents sur le réseau local
en les diffusant depuis un serveur vers un autre. Donc là, normalement, vous devriez me dire, mais voilà, si j'ai un fichier vidéo partagé avec un lecteur multimédia, c'est le même principe. L'avantage qui est apporté par ces deux technologies, c'est que en fait, le lecteur multimédia ne sera pas dans l'obligation de décoder lui-même le fichier vidéo. Par exemple, si vous avez un fichier vidéo qui est encodé avec un codec qui est particulier, qui est très rare, qui sera peut-être pas forcément connu par le lecteur multimédia, et ben en fait il suffira de mettre ce fichier vidéo sur un NAS compatible DLNA ou UPnP, et c'est lui-même qui va décoder le flux vidéo et l'envoyer non codé ou très peu encodé sur le réseau, et ensuite la puissance de calcul nécessaire pour le lecteur pour la lire, elle sera très faible. Donc en fait, on va déporter l'opération, la charge de travail de décodage dans le serveur plutôt que dans le client. Donc le principe consiste à lire des fichiers vidéo présents sur le réseau local en les diffusant depuis un serveur vers un autre. C'est ce qu'on appelle du streaming local. Et il faut que les appareils réseau utilisent le même protocole de communication. Alors DLNA, c'est un protocole qui est plutôt pour les constructeurs de télé, et UPnP, c'est plutôt pour les constructeurs informatiques. Mais beaucoup d'appareils sont compatibles sur les deux normes. Donc si on fait un petit peu le bilan des sources vidéo, que ce soit des sources diffusées ou des sources physiques, on peut commencer à comparer un petit peu les qualités avec un tableau. Et en fait, on va voir que la qualité d'image, elle est fortement dépendante du débit moyen en mégabits par seconde. Ça veut dire que plus le support il sera capable d'aller élevé dans des mégabits par seconde, plus on a une chance d'avoir une qualité d'image élevée. Alors c'est pas toujours vrai, parce que ça dépend aussi de la définition. Remarquez que j'appelle ce terme définition et pas résolution. La résolution, c'est un nombre de pixels par pouce, donc ça, 1920 par 1080, c'est une définition, même si en français on a tendance à souvent inverser les deux termes. Définition, résolution. Mais ça, c'est bien une définition. Ça s'appelle de la HD, ça s'appelle pas de la HR. HD, haute définition. Donc ça dépend aussi de la définition, parce que regardez, on voit que, par exemple, en augmentant la définition, avec un débit inférieur, on a une qualité d'image supérieure entre, par exemple, la télé par ADSL et un DVD. Donc on remarque que les éléments qui sont les moins bons, c'est en général ce qui passe par la connexion Internet. Et les éléments qui sont les meilleures sources vidéo sont plutôt des sources sur support physique. Donc dans notre cas, c'est le Blu-ray à 18 mégabits par seconde, mais on peut avoir aussi mieux que ça maintenant avec les Blu-ray UHD qui peuvent monter jusqu'à 80 voire 100 mégabits par seconde en débit. Donc là, on est sur du 1920 par 1080p. Alors vous voyez que parfois c'est écrit P ou I à la fin. Alors là, aujourd'hui, toutes les diffusions sont en P, progressif. On utilisait encore beaucoup, il y a quelque temps, de la diffusion en I. I, ça veut dire entrelacé. Alors c'est le terme en anglais, mais entrelacé, en fait, ça permettait de compenser les défauts des télés à tube cathodique. C'est-à-dire que si vous envoyez la trame progressive sur une télé à tube cathodique, vous allez voir l'image qui va scintiller, qui va être saccadée. Et donc pour compenser ces saccades, dues au fait que sur un tube cathodique, il n'y a toujours qu'un seul point qui est allumé à la fois, en fait on envoyait une trame sur deux, une demi-image à chaque fois. Et donc c'était une ligne sur deux en entrelacé. Et donc ça, maintenant qu'on utilise tous des écrans plats, qui sont capables d'afficher une image complète et de l'allumer complètement, sans que ce soit un seul point, un spot qui se déplace, on peut se permettre d'avoir du progressif, c'est-à-dire d'afficher l'image complète puis la suivante. Donc le I, oubliez-le, il était surtout là pour compenser les défauts du tube cathodique. Donc la TV HD, alors ce qu'on remarque, oui, c'est que la télé HD, alors que ce soit la TNT ou autre, c'est pas vraiment du 1080p. On est en 1440 par 1080, donc c'est pas du Full HD. On triche un peu, on dit que c'est de la télévision haute définition, mais on n'est pas au niveau de la définition d'un Blu-ray. C'est pour ça que si vous regardez un film sur la télé HD, donc sur la TNT par exemple, et vous regardez le même film en Blu-ray,
et ben la qualité va être nettement supérieure en Blu-ray, déjà parce que j'ai un débit moyen qui est supérieur, et une définition aussi qui est supérieure. Donc maintenant on va parler de l'audio. Pareil, on va parler des sources audio diffusées et des sources audio physiques. Donc les sources audio diffusées, la plus ancienne, c'est la radio analogique. La radio analogique, deux types, FM et AM, on est vraiment sur de l'analogique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de numérique là-dessus, à part si on parle du RDS bien sûr. Donc la radio analogique utilise une modulation AM, c'est une modulation d'amplitude, c'est-à-dire que j'ai une fréquence porteuse et puis je vais moduler l'amplitude de cette fréquence porteuse pour dessiner une autre sinusoïde plus petite. Ou alors je vais avoir une modulation de fréquence, donc là le principe est différent, c'est-à-dire que plus la fréquence va être élevée, et plus ça va correspondre à une amplitude élevée du signal audio que je veux transmettre. Et donc avec l'analogique on a ces deux méthodes-là, AM, FM, modulation d'amplitude, modulation de fréquence. Cette diffusion est amenée à disparaître, même si à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire quand même en avril 2020, la radio est quand même encore essentiellement diffusée en analogique en France. Normalement, ça devrait faire des années que la radio FM ou AM doit être remplacée par la RNT, la radio numérique terrestre, qui est l'équivalent de la TNT pour la radio. Donc le principe de la radio numérique terrestre, c'est le même que celui de la TNT, c'est-à-dire qu'on a un centre de diffusion qui envoie sur des relais, et ensuite ces relais envoient ça sur les récepteurs radio. Donc là on est 100% en numérique, ça veut dire qu'on peut diffuser des contenus, des images, des informations en plus de la musique. Donc ça c'est basé sur le principe international du DAB. Donc comme on a le DVB, on a le DAB, le Digital Audio Broadcasting, diffusion audio en numérique. De la radio numérique terrestre, RNT, qui doit être développée à partir de 2012, on est en 2020 et c'est toujours pas fait, sur le territoire français. Elle utilise une modulation co-FDM, comme pour la TNT, pour créer des multiplexes de radio sur un seul canal. Avec un bon codage MP4, ça permettra une diffusion en qualité CD. Je rappelle, la qualité CD, c'est 44 kHz, c'est-à-dire que on est bien au-delà de ce que l'oreille humaine normalement est capable d'entendre, sur 16 bits. Donc la radio internet, c'est le même principe si vous voulez, sauf que cette fois on va aller se connecter sur le site internet d'une radio qui va envoyer un flux depuis son site internet, depuis un serveur, et on va passer par internet pour écouter ça avec un PC, avec un smartphone, ou même des petites radios internet qui ne servent que à se connecter sur le site des diffuseurs. Donc ces radios utilisent le principe de la diffusion entre un client et un serveur sur internet. Voilà pour les sources audio diffusées. Maintenant, les sources audio physiques, c'est-à-dire je peux avoir ma musique sur moi et choisir ce que je veux mettre. Le plus ancien support audio, c'est la cassette. La fameuse cassette audio, dont le lecteur le plus emblématique est le fameux Walkman de chez Sony. Donc c'est une cassette analogique, c'est le même principe que la VHS, c'est une bande magnétique. Elle est double face, ça veut dire qu'on peut la retourner. Elle est stéréo, ça veut dire qu'il y a deux voix dessus, voix gauche, voix droite. Elle a été introduite en 1963 par Philips. Donc elle possède les mêmes problèmes de qualité dans le temps que tous les supports sur bande magnétique, c'est-à-dire plus on écoute et plus on perd en qualité. Donc est sorti ensuite le CD audio. Donc si on prend l'élément le pendant du Walkman de chez Sony, c'était le fameux Discman, c'était l'équivalent mais pour lire des CD audio. Donc c'est le premier support numérique à avoir eu un succès commercial. Il permet le stockage de 74 minutes, normalement, de musique sans perte de qualité, avec un codage sur 16 bits. Donc le défaut de ce lecteur-là, c'est que, étant donné que c'est une cellule qui focalise le faisceau sur le CD, si j'ai un mouvement brusque, je peux avoir une défocalisation du faisceau, et donc du coup le CD saute. C'était quand même pas terrible pour se balader avec sa musique, par exemple, pour faire du sport, parce que on avait le CD qui sautait souvent. Le problème a été résolu avec la mémoire flash.
Donc la mémoire flash, qu'est-ce que c'est? C'est le support de type clé USB, c'est-à-dire que j'ai un emplacement de mémoire ROM qui va enregistrer mes données numériques. Et donc on a le fameux lecteur MP3 qui était très à la mode au début des années 2000. Donc la mémoire flash sous forme de clé USB ou de carte mémoire se prête particulièrement bien au transport de l'audio. Ça veut dire que c'est facile de le transporter, c'est facile de le copier. Il est en plus réinscriptible à l'infini, il n'y a pas de perte dans le temps, et elle est insensible au choc. Donc on comprend bien pourquoi ce type de support a complètement laissé de côté le CD. Par contre, avec ces supports-là, on a vu arriver des formats de compression qui vont venir amener de la perte sur l'audio. Mais ça, on en a parlé au cours précédent, au chapitre 3, je crois. Voilà, pour faire le bilan de ce chapitre, on fait comme d'habitude un petit exercice. Donc ce serait bien de pouvoir répondre de mémoire à ces questions. Que veulent dire les initiales TNT? TNT, c'est la télévision numérique terrestre. Quel est le codec? Codec, je rappelle, c'est codeur-décodeur, c'est-à-dire l'algorithme utilisé pour compresser. Utilisé pour la diffusion de la TNT HD. Alors, c'est le MPEG 4. Codec MPEG 4. Il y en a un plus ancien, le MPEG 2, qui était utilisé plutôt sur les Blu-ray, sur les DVD. À quel type de diffusion correspond la norme DVB-C? Donc Digital Video Broadcasting, diffusion vidéo numérique, mais le C correspond à la diffusion par câble. C'est donc la diffusion par câble. À quel type de diffusion correspond la norme DVB-S? S comme satellite. Diffusion par satellite. Citer un opérateur fournissant une diffusion en IPTV. Alors je rappelle le principe de l'IPTV, c'est utiliser la connexion Internet pour diffuser un flux en direct d'une chaîne de télévision. Des chaînes de télévision qui sont diffusées normalement sur la TNT. Donc par exemple, je peux avoir Orange, ou je peux avoir Free, ou SFR. Et donc ça, c'est des opérateurs qui fournissent, grâce à leur box, de l'IPTV. Quel est le principe de la VOD? Pour ça, faut savoir ce que ça veut dire les initiales VOD. VOD, ça veut dire Video on Demand, c'est-à-dire vidéo à la demande. Et donc c'est un service de diffusion de contenu vidéo à la demande. Ça veut dire qu'on n'est pas dépendant d'une grille de programme d'un diffuseur. On choisit ce qu'on veut regarder. 7. La cassette VHS est-elle un support vidéo numérique? Alors, à VHS, je rappelle qu'on utilise une bande magnétique, et sur cette bande magnétique, on a uniquement de l'analogique. Donc non, c'est un support vidéo analogique sur bande magnétique. 8. À quelle définition correspond un écran dit Full HD? Remarquez encore une fois que je parle de définition et je ne parle pas de résolution. Résolution, c'est en pixels par pouce ou en points par pouce, alors qu'une définition, c'est le nombre de pixels en largeur par le nombre de pixels en hauteur. Donc le Full HD, en largeur il a 1920 et en hauteur il a 1080. Voilà, 1920 de large, 1080 de haut. 1920 par 1080, c'est la diffusion standard à l'heure actuelle. Quel est le principe du streaming local? Alors on connaît tous le streaming sur Internet, mais le streaming local comme dans réseau local. Donc en fait le streaming local, ça va consister à avoir un serveur sur son réseau local qui va héberger une vidéo sur son disque dur ou sur n'importe quel autre support et qui va partager cette vidéo sur le réseau et on va le lire à la volée, c'est-à-dire en dépendant du débit de notre réseau local sur un lecteur qui lui n'a pas le fichier vidéo dans sa mémoire. Donc le streaming local consiste à faire diffuser du contenu sur un serveur appartenant au même réseau local que l'appareil client qui va servir au visionnage. 10. La RNT est-elle une diffusion numérique? Bien sûr, c'est même écrit dans le nom. RNT, radio numérique terrestre. Oui, radio numérique terrestre. Citer un avantage de la mémoire flash sur les CD audio. Donc quel est l'avantage de stocker sa musique sur une clé USB plutôt que sur un CD audio? J'en ai aussi parlé tout à l'heure.
le fait de pouvoir secouer ou faire du sport avec son lecteur audio sur mémoire flash sans que la musique ne s'arrête, c'est un des avantages principaux qui a fait abandonner les CD audio à ce niveau-là. Donc la mémoire flash est insensible au choc. Et voilà pour ce chapitre numéro 5, et on continuera un peu plus tard sur le chapitre numéro 6 de la RAID. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.